Ok, bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle séance du SIEJ, toujours consacrée à cette problématique du droit en transition. C'est notre dernière séance avant le grand colloque des 20 et 21 décembre prochain, donc je vais le programme ici. Pas très bien imprimé, donc excusez-moi, mais voilà, si ça vous intéresse, je vais le faire passer. Et donc pour la séance d'aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir nos collègues de l'ULB, Élise Dermine et Daniel Dumont, professeurs de droit, de la sécurité sociale et de droit du travail à l'ULB, et qui ont écrit un magnifique article sur le droit social et le productivisme, marché, démarchandisation et transition écologique. Un autre très chouette article sur le revenu de base, qui s'apprête à sortir, qui est aussi extrêmement intéressant. Et donc, voilà, merci à tous les deux d'avoir fait ce travail vraiment d'analyser votre terrain, votre branche du droit à la lumière de ces idées, de ces hypothèses liées à une société post-croissance. Donc voilà, je vous laisse tout de suite la parole et merci encore. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Donc le papier qu'on va vous présenter, c'est un papier qu'on avait rédigé pour les méritats d'un collègue, mais on va le retravailler en vue du colloque droit en transition. Donc évidemment, on est très intéressé d'avoir vos retours aujourd'hui pour pouvoir le retravailler. Donc, l'objet du papier et donc de l'exposé d'aujourd'hui, donc on voulait explorer les rapports entre le droit social et l'impératif productiviste, ou le paradigme croissantiel, donc concept qui a été élaboré par Antoine Bayeux et François Host dans un article qu'ils ont publié en 2016, et dans lequel ils définissent le paradigme croissantiel comme le paradigme qui postule comme possible et désirable l'accroissement infini de la quantité de bien-être matériel au sein d'une société donnée, ou l'augmentation continue de la consommation et de la production dans une société donnée, c'est-à-dire la croissance illimitée du produit intérieur brut de cette société. Et donc, si on se resitue dans les travaux du séminaire, Antoine avait fait l'exercice d'identifier le travail que pouvaient effectuer les juristes en vue de penser un droit qui favorise la transition. On se situe alors plutôt dans le premier type de travaux qui pouvaient être effectués, c'est-à-dire essayer de cartographier le rapport de force existant, et donc de voir si le droit social est un droit de la croissance ou un droit de l'autonomie, en visant plus particulièrement alors l'autonomie par-delà le marché. Et c'est ce point plus particulièrement sur lequel il nous intéressait de nous pencher, puisque traditionnellement, quand on regarde le droit social, on considère qu'il a essentiellement, et même pour unique fonction, de restaurer l'autonomie du travailleur, mais à l'intérieur de la sphère du marché, avec toujours pour horizon régulateur la remise à l'emploi sur le marché du travail, l'accomplissement d'un travail productif, et que donc le droit du travail finalement aurait pour vocation essentiellement d'assurer la redistribution des produits de la croissance, mais donc se réfléchirait à l'intérieur de ce paradigme croissantiel, et ne serait par contre pas un outil qui permettrait de contester ce modèle croissantiel. Et donc nous, notre hypothèse de départ, c'était de dire que certes, le droit social permet d'offrir aux travailleurs une certaine autonomie à l'intérieur de la sphère du marché, mais nous avions le sentiment, l'intuition qu'il offrait également des perspectives de réalisation de soi dans des activités qui ne sont pas productives, qui ne sont pas valorisées par le marché, et donc qui ne sont pas productives au sens économique du terme. Et donc on a décidé de creuser cette question, et donc aujourd'hui notre exposé se divisera en 3 temps. Dans un premier temps, on va se pencher sur les liens entre le droit social et ce paradigme croissantiel, et nous montrerons donc que le droit social entretient très clairement une filiation très forte avec le paradigme croissantiel ou avec l'impératif productiviste. Et puis dans un deuxième temps, on va nuancer cela, puisqu'on va essayer de mettre en évidence que le droit social tente aussi de restaurer l'autonomie, principalement à l'intérieur du marché, mais également par certains mécanismes, par certains dispositifs au-delà de celui-ci. Et donc là, alors, on est plus dans l'idée du droit convivial dont avait parlé Antoine dans sa contribution qui nous aide à préparer donc, ce colloque. Donc dans un troisième temps, là on jettera un regard plus prospectif et on se demandera si finalement le défi de la transition n'impose pas aujourd'hui d'essayer de libérer
le droit du travail de ce paradigme, le droit social, pardon, de ce paradigme croissentiel, et de donc mieux valoriser ces activités socialement utiles, donc se libérer de ce fondement historique du droit social, pour que le droit social puisse jouer pleinement cette fonction d'autonomisation des individus. Et cela nous amènera notamment à discuter un peu de l'allocation universelle, la proposition de l'allocation universelle. Alors, dans chacune des trois parties, on va mobiliser un double matériau. On va bien évidemment se pencher sur le droit social belge, mais on a également décidé de se pencher sur le droit social dans le droit international des droits de l'homme et le droit social international. Pourquoi? Ça nous semblait intéressant parce que finalement, ce paradigme croissentiel, on peut dire que c'est en quelque sorte un invariant dans toutes les sociétés libérales modernes, et donc il me semblait important aussi d'aller voir comment il avait dessiné le droit social à l'international. Et donc, je me chargerai de vous présenter chaque fois les parties en droit social international, et Daniel se chargera des parties consacrées au droit positif belge. Voilà. Alors, premier point, donc, le droit social et le paradigme croissentiel. Dans cette partie, donc, là vous avez le plan sur le PowerPoint, on va vous montrer donc que le droit social est historiquement adossé au modèle de la croissance. Dans un premier temps, on se penchera sur le droit social international, et là c'est très évident puisqu'on verra que dans les différents instruments de droit international apparaît très clairement la figure du travail productif. Le droit social international veut promouvoir le travail productif. Alors, l'exercice sera un peu plus compliqué pour Daniel, puisque la figure du travail productif n'apparaît pas dans le droit social belge, mais nous verrons qu'à travers l'encadrement juridique du travail salarié, le droit social belge valorise la figure du travail marchandise, le travail qui est une marchandise qui peut être échangée sur un marché, et qu'en fait, ce travail marchand, c'est la figure qui est retenue dans nos économies libérales, justement pour augmenter la productivité, pour augmenter la création de richesses. Donc, on se penche dans un premier temps donc, sur le droit social international, et donc je vais d'abord reprendre les textes avec vous pour après essayer de prendre un peu de recul et de les analyser. Donc je vais d'abord en fait me pencher sur le droit fondamental au travail, c'est le droit le plus emblématique et auquel on pense quand on travaille sur cette question. Et en fait, quand on regarde les travaux préparatoires des pactes internationaux d'après-guerre, on se rend compte qu'il y a eu des vifs débats entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest sur la nature juridique de ce droit. Est-ce que c'est plutôt un droit liberté ou plutôt un droit créance? Et puis, est-ce que ce droit crée des obligations dans le chef des États qui sont des obligations positives? Est-ce que l'État doit agir en faveur de la création d'emplois, ou juste des obligations négatives qui impliquent de laisser chacun essayer d'accéder au marché de l'emploi? Par contre, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de discussion sur l'objet du droit au travail. Il apparaît évident dans les deux blocs que le droit au travail doit porter sur l'emploi, le travail productif entendu comme le travail qui contribue à la création de croissance économique. Donc là, je vais vous citer donc quelques extraits, mais par exemple, dans l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, on voit que l'article prévoit explicitement que les mesures à mettre en œuvre pour réaliser le droit au travail doivent viser un plein emploi productif. Quand on se penche sur la charte sociale européenne au niveau du Conseil de l'Europe, on ne voit pas de telles précisions dans le texte concernant le droit au travail, mais quand on se penche sur le préambule, on voit très clairement que l'ensemble des droits fondamentaux, des droits sociaux fondamentaux, doivent viser à augmenter le niveau de vie des individus, et que cela doit passer par le développement de la production. D'accord ? Donc là, c'est dans les travaux préparatoires qu'on explique que l'élévation des niveaux de vie doit passer par le développement de la production. Donc on voit très clairement qu'on s'inscrit dans une logique productiviste. C'est encore plus évident et encore plus explicite quand on se penche sur les instruments de l'Organisation internationale du travail, puisque déjà dans la déclaration de Philadelphie qui définit donc les buts, les objectifs poursuivis par l'OIT, on voit que ces objectifs de justice sociale doivent
passer par, donc c'était l'article 4 de cette déclaration qu'on le voit, doivent passer par une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde et par l'expansion de la production et de la consommation. Et puis, donc, ça et là, quand on regarde les conventions en matière de politique de l'emploi, en matière de lutte contre le chômage, on voit chaque fois ce rattachement. Les politiques de l'emploi doivent viser le plein emploi productif, les politiques en matière de chômage ne doivent pas nuire à l'emploi productif, etc. Donc on voit très clairement que le droit social international va endosser ce paradigme croissantien et que dans ce modèle croissantien, hérité donc des pères du libéralisme économique, le travail va être appelé à jouer deux fonctions essentielles. Le travail doit jouer d'abord une fonction économique. Il est conçu comme le facteur qui va permettre de créer de la richesse. Et par ailleurs, il est appelé à jouer une fonction sociale, puisqu'il est considéré comme le principal support de la cohésion sociale. C'est l'idée donc, que finalement, c'est par le travail productif qu'on va permettre d'éradiquer la rareté, le manque. Et dans le libéralisme économique, dans cette utopie de la société de marché, on a cette croyance forte que c'est la rareté qui est la cause des conflits, et que c'est par la poursuite de l'abondance et la satisfaction du manque qu'on va arriver à apaiser la société entre les individus. Et pour cela, il faut que tout le monde participe aux échanges sur le marché. Et donc, évidemment, à partir du moment où le travail se voit affublé de ses fonctions, il devient en fait en quelque sorte un devoir de tous les individus à l'égard de la société. Tous les individus doivent, par leur travail, participer au bon fonctionnement de la société. Donc on se dit devoir, droits fondamentaux, quel est le lien ? Eh bien, quelque part, en fait, afin de hâter la réalisation de cette utopie libérale, d'une société de marché, où tout le monde puisse participer aux échanges et que la société soit ainsi apaisée, on s'est dit il faut consacrer également un droit. Il y a non seulement le devoir social de travailler, mais il y a une exigence éthique de permettre à chacun de participer au marché de l'emploi pour que cette utopie puisse advenir. C'était pas considéré comme une utopie. Mais... Et donc, on se rend compte que la reconnaissance du droit au travail et des droits sociaux fondamentaux, elle est liée au projet de construction de cette société de marché. Et donc, on est dans le registre des droits fondamentaux, mais il y a quand même l'idée que le droit au travail est un instrument au service du libéralisme économique. Voilà. Voilà, mais donc on peut établir très clairement une filiation entre le droit social international et le modèle croissantien, l'impératif productiviste, quid maintenant au niveau du droit social belge. Alors le droit positif belge, le droit social belge ne contient pas de référence explicite à ce concept de travail productif qui est lui par contre très présent en droit social international. Il ne contient pratiquement pas de référence, on a fait l'exercice de cartographie, il y a quelques normes obscures en droit des communautés, de la formation professionnelle où il a encore fait référence au travail productif, mais vraiment très très peu de choses. Globalement pas de référence en Belgique à ce concept, pas davantage d'ailleurs, à notre connaissance en tout cas, que dans nos pays voisins. Ce que le droit social capture dans un lien de droit, ce que le droit social enserre dans un lien de droit, c'est évidemment le travail salarié, la figure du travail salarié, donc le travail accompli contre rémunération d'une part et dans le cadre d'un rapport d'autorité, d'autre part dans le cadre d'un rapport de subordination à l'égard d'un employeur. Alors bien sûr, ce droit du salariat, c'est un droit protecteur, c'est le premier élément que soulignent classiquement les juristes de droit social. Le droit du travail, pour sa part, contrebalance le caractère asymétrique du face-à-face entre l'employeur et le travailleur, tandis que le droit de la sécurité sociale, second grand sous-ensemble constitutif du droit social, le droit de la sécu, dans le prolongement, lui, assure un revenu au travailleur qui est provisoirement privé de rémunération. Donc le droit social est protecteur, mais on laisse... il est bien sûr protecteur, on laisse provisoirement cet aspect de côté. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'affiliation entre le droit social et le modèle de la croissance. En quoi est-ce que cette filiation peut être établie ? Finalement, à travers la figure juridique du contrat de louage de travail, c'était la dénomination originaire, à travers la figure juridique du travail subordonné, le droit social valide fondamentalement, le droit social conforte l'appréhension du travail humain comme une marchandise, c'est-à-dire comme une activité abstraite, une activité dépersonnalisée, qui peut faire l'objet d'une négociation, qui peut faire comme une chose, comme un bien, qui peut faire l'objet d'un échange contre paiement sur le marché.
Alors quel rapport avec le productivisme? C'est vrai que la notion de travail productif est formellement absente de nos législations sociales, mais on peut faire l'hypothèse que dans une économie de marché, dans une économie libérale comme la nôtre, cette notion de travail productif se confond en fait très largement avec la notion de travail salarié. Le travail que le droit social encadre, le travail que le droit social juridicise, c'est celui qui s'échange contre paiement sur le marché. Et ce travail, dans nos sociétés, est considéré comme le moyen privilégié, comme le meilleur moyen d'augmenter la production, d'augmenter les richesses, d'accroître le bien-être matériel. Donc on peut dire que encadrer, promouvoir le développement du travail salarié, c'est fondamentalement aussi encourager, soutenir la croissance. Le droit social rend effectivement possible, le droit social promeut même la participation la plus large possible de la population au marché de l'emploi. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour accroître le niveau de richesse. C'est l'enracinement du droit social dans le libéralisme économique. Quel enseignement se dégage de ceci? Eh bien, quelque chose qui n'est pas anodin, c'est que finalement, c'est le marché qui opère en priorité, c'est l'institution de l'échange marchand qui opère la ligne de démarcation, qui trace la ligne de démarcation entre le travail valorisé, le travail encouragé, le travail qui doit être promu, et celui qui ne doit pas l'être, qui doit moins l'être. C'est l'institution de l'échange marchand qui opère, qui trace la ligne de partage entre le travail qui serait apparemment socialement utile, qui mériterait d'être promu, et celui qui ne le serait pas. Notre point central est surtout d'accentuer ceci, mais au passage, je veux quand même souligner que cette construction du marché, cette érection du marché comme juge de la création des richesses, comme instance de jugement sur la création des richesses, elle va en fait quand même pas tout à fait de soi. Et pourquoi? Pour deux raisons essentiellement. C'est-à-dire que finalement, il y a, si on regarde ce qui se passe, on voit quand même qu'il y a toute une série d'emplois offerts sur le marché du travail, donc d'emplois pour lesquels une offre et une demande se rencontrent, d'emplois pour lesquels un prix d'échange satisfaisant est proposé sur le marché. Il y a toute une série d'emplois de ce type qui sont donc promus, qui sont valorisés par le marché, mais dont on peut se demander s'ils ont une réelle plus-value pour la société, pour la collectivité. Et on fait ici référence à toute la littérature récente qui se développe sur le thème des bullshit jobs, les jobs à la con, les jobs de merde, littéralement. À quoi est-ce qu'on peut penser? Par exemple, au télémarketing, qui consiste à passer ses journées pendues au téléphone pour déranger des particuliers à leur domicile et tenter de les convaincre d'acheter des canapés en cuir ou, avec un petit bruit de cigale ou de criquet dans le fond, du vin du sud de la France. C'est un job qui est reconnu, qui est validé par le marché. Est-ce qu'il est socialement utile? On peut se poser la question. Pire, il y a des emplois qui sont valorisés et très bien valorisés par le marché, mais dont on peut se demander s'ils ne sont pas, eux, carrément nuisibles pour la collectivité. Et ceci ne concerne pas spécialement, voire pas principalement, les travail précaire, caractéristique de l'économie de service. Ça concerne aussi des emplois fort bien rémunérés. Est-ce que l'ingénieur qui est payé, grassement rémunéré pour optimiser des mécanismes d'obsolescence programmée, est-ce que cet emploi apporte une plus-value à la société? Est-ce qu'il contribue à l'utilité sociale? On peut se poser la question. Quid aussi du biologiste, du chimiste qui participe à la confection d'un médicament dont le besoin est en fait construit de toutes pièces par l'industrie pharmaceutique. C'est valorisé, c'est encouragé par le marché. Est-ce que c'est sur ce plan, est-ce que par rapport à ce type de job, le marché est un bon étalon de l'utilité sociale? On peut se poser la question. Deuxième élément qui invite à questionner le rôle confié au marché dans notre société, en sens inverse, il y a toute une série d'activités dont on peut raisonnablement considérer qu'elles présentent de l'utilité sociale, qu'elles méritent d'être promues, qu'elles mériteraient d'être davantage promues, qui ne sont pas accomplies dans le cadre du marché du travail. Parce qu'il n'y a pas, pour ce type de fonction, une offre et une demande qui se rencontrent à un niveau satisfaisant. On peut penser à la recherche scientifique sur certaines maladies rares, on peut penser à la production de fruits et de légumes à un prix équitable et dans le cadre d'une agriculture soutenable, on peut penser à des tas de choses encore. Donc on peut questionner ceci, mais le point que je voulais mettre en exergue ici, s'agissant du droit social, c'est surtout ceci. Le droit social fait du marché, fait juridiquement du marché le juge de la création des richesses, le premier juge de la création des richesses, et en cela, notre droit social, le droit social belge, comme le droit social international avant lui, est clairement l'un des héritiers, l'un des enfants du modèle de la croissance.
On passe maintenant à la seconde des trois parties de notre exposé. Nous venons de voir que le droit social a endossé le paradigme croissanticiel, il a objectivement contribué à sa diffusion. Je ne dis pas que c'était sa finalité, que c'était son objectif, mais il a objectivement contribué à sa diffusion. Maintenant, deuxième temps de l'exposé, il faut évidemment que tout de suite nous nuançons cette affirmation, parce que réduire le droit social à un simple vecteur de propagation du productivisme, ce serait injuste, ça ferait hurler beaucoup de juristes de droit social, très certainement. Le salariat a objectivement permis l'expansion du travail marchand, certes, mais le droit social, bien sûr, poursuit d'abord et avant tout d'autres objectifs, d'autres finalités, ces finalités historiques, qui sont essentiellement la promotion de l'autonomie des individus, la promotion de la réalisation de soi. Et sous cet angle, le droit social, à la fois le droit du travail et le droit de la sécu, tempère très fortement le modèle croissanticiel en même temps qu'il le soutienne, en même temps qu'il l'institutionnalise. On peut voir ça, de nouveau, à la fois en droit social international et en droit social belge. En droit social international, on a un élément très très clair de relativisation de la contrainte productiviste, un élément très clair de relativisation du paradigme croissanticiel. C'est une autre figure juridique, après la figure du plein emploi productif, du travail productif, c'est la figure juridique du travail librement choisi qui joue un rôle central en droit social international. Cette construction, cette figure juridique empêche, interdit que la finalité du plein emploi soit instrumentalisée à des fins productivistes et dénie toute marge de manœuvre, toute marge d'autonomie aux individus. Et puis on verra ensuite, donc Élise va présenter ceci, et puis on verra ensuite comment le droit social national, le droit social belge en l'occurrence, s'empare, se saisit de l'invitation qui est adressée à tous les États par le droit social international à respecter, même plus que ça, à promouvoir l'autonomie des individus. Donc, comme Daniel le disait, donc, on voit que le droit social international va faire du plein emploi productif l'objectif que les États doivent poursuivre à travers leur politique de l'emploi, politiques économiques, politiques sociales, mais parallèlement à cela, on voit que l'ensemble des instruments internationaux vont aussi exiger que les individus puissent choisir librement leur travail. On va se rendre compte très rapidement que ces deux exigences, la poursuite d'un plein emploi productif et la sécurisation de la liberté de choisir son emploi, vont entrer en tension. Alors si on se penche tout d'abord sur les textes, on voit que l'article 6 du pacte international va non seulement donc prévoir que les États doivent développer des politiques propres à assurer un plein emploi productif, mais qui va également prévoir que le droit au travail comprend le droit de toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. De même, si on se penche sur l'article 1er de la Charte sociale européenne, qui consacre le droit au travail, vous savez que l'article consacre le droit au travail et puis explique les engagements que doivent prendre les États pour réaliser ce droit. Et bien, à l'article 1, paragraphe 2, après qu'à l'article 1, paragraphe 1, les États se soient engagés à mener des politiques en faveur du plein emploi, l'article 1, paragraphe 2 va les engager à protéger le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris. Donc on voit que d'un côté, le droit au travail contient des obligations positives, de mener des politiques de l'emploi en faveur d'un niveau d'emploi aussi élevé que possible, en faveur du plein emploi productif, mais il contient également des obligations de respecter et de protéger qui doivent qui impliquent que l'État donc s'abstienne d'entraver le libre choix de l'emploi et qu'il protège les individus de l'action de tiers qui nuirait au libre choix de l'emploi. Au niveau de l'OIT, on retrouve également cette exigence, puisqu'on retrouve là-bas la figure du plein emploi productif et librement choisi dans les différents instruments de l'OIT. On voit par exemple que la Convention numéro 122 sur la politique de l'emploi va engager les États à garantir simultanément que le travail sera aussi productif que possible et qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes les possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser dans cet emploi ses qualifications ainsi que ses dons.
si on regarde aussi, je ne l'ai pas noté dans le PowerPoint, mais donc l'observation générale du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à propos du droit au travail, ils vont se référer justement aux travaux de l'OIT pour dire que quand on cherche à réaliser le plein emploi productif, on doit s'assurer que cela ne mène pas à mettre en place du travail forcé. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Donc, on se rend compte que cette exigence du droit social international, du droit au travail librement entrepris, elle fait en fait référence à une autre fonction qui est assignée au travail dans nos sociétés, qui est la fonction expressive du travail. Donc, quand au XVIIIe siècle, l'idée du droit au travail s'impose, l'idée qu'il y a une exigence éthique que la société intervienne en vue d'assurer à chacun de trouver un emploi, on a vu que le travail est surtout conceptualisé comme un facteur de production et d'accroissement des richesses. Mais à partir du moment où on est dans un modèle de société où le travail doit finalement devient l'unique moyen de subvenir à ses besoins, puisqu'en fait, dans ce modèle, dans cette utopie d'une société de marché, on se dit qu'on va déconstruire les solidarités familiales, les solidarités au niveau des villages, et donc les gens doivent subvenir à leurs besoins via l'accomplissement d'un travail sur le marché du travail. Et donc, le travail va très rapidement apparaître comme consubstantiel au premier des droits humains, qui est le droit à la vie. Donc, dans un premier temps, on assigne au travail une fonction qui est instrumentale, c'est uniquement pour subvenir à ses besoins. Et puis, très rapidement, donc premier quart du 19e siècle, on va assigner une deuxième fonction au droit du travail. Ce n'est pas seulement une fonction de subvenir à ses besoins, mais c'est une fonction de réalisation de soi. On va reconnaître des vertus intrinsèques au travail, qui va être considéré comme un bien en soi, qui permet aux individus de traduire leur individualité et de s'épanouir. Donc ça, c'est la fonction expressive. Et on va la retrouver aussi dans les droits humains, puisque le droit au travail n'est plus uniquement vu comme un droit de subvenir à ses besoins, mais aussi un droit pour se réaliser. Et ça se voit très clairement quand on regarde les travaux préparatoires dans les pactes internationaux, où au départ, par exemple, on avait prévu de définir le droit au travail comme le droit le droit à la possibilité de travailler pour gagner sa vie. Puis on a rajouté l'idée de travail librement entrepris en disant que le droit au travail n'est pas simplement le droit à une rémunération, il est également le droit de chaque être humain d'entreprendre un emploi librement, un emploi qui donne sens à sa vie. On voit par ailleurs dans les débats qui concernaient la Charte sociale européenne que les auteurs de la Charte ont voulu mettre le droit au travail, l'inscrire comme premier droit social fondamental dans la Charte. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'à la différence des autres droits sociaux fondamentaux, ils ne visent pas uniquement à procurer une rémunération, ils visent également à l'émancipation des individus. Et donc, on voit alors que dans cette seconde perspective, on n'est plus dans la logique de devoir de travailler, mais de consacrer un droit humain lié à la réalisation de soi. Donc on voit bien qu'en fait les sources matérielles du droit au travail sont très ambivalentes. On se trouve en fait à la frontière entre le libéralisme économique et le libéralisme politique, entre l'affirmation d'une société de marché, la consécration des droits humains, la reconnaissance, l'aspiration à l'autonomie, à la réalisation des individus. Et donc d'un côté, quand on regarde ce droit au travail, on se rend compte que c'est un appendice du devoir de travailler, un instrument qui doit permettre d'atter la réalisation de l'utopie libérale, mais d'un autre côté, c'est aussi un droit humain qui doit permettre de poser des limites à ce devoir de travailler. Donc quelque part, alors le droit au travail devient un instrument qui doit permettre de poser des limites au libéralisme économique, de le relativiser, et voire de le contester. Oui, donc on a vu, enfin j'ai essayé de mettre en évidence dans la première partie d'exposer que le droit social légitime fondamentalement la construction du travail comme une marchandise. Ce faisant, il participe à la reproduction, à la perpétuation, au développement du modèle croissantiel. Il n'empêche, je l'annonçais, j'y reviens, il n'empêche que la finalité première du droit social, c'est évidemment de protéger dans une économie libérale les travailleurs qui sont amenés à mettre leur force de travail en location. Cette finalité protectrice, elle est assurée, elle est mise en œuvre par toute une série de mécanismes, de dispositifs qui concrétisent, qui effectuent l'invitation générale lancée par le droit international à protéger le libre choix des travailleurs, à assurer la sécurité d'existence des travailleurs.
Et fondamentalement, chacune des deux grandes composantes du droit social contribue, apporte sa pierre à l'édifice de la construction de l'autonomie, l'institutionnalisation de l'autonomie de l'individu. Le droit du travail, oui, bien sûr, fait du travail l'objet d'un contrat conclu sur le marché, mais le droit du travail a aussi, à partir du XXe siècle, a aussi réintroduit dans le jeu du droit des obligations, dans la dynamique du contrat, réintroduit la figure du travailleur. À côté du travail comme marchandise, il y a le travailleur comme sujet de droit, travailleur dont on protège l'identité, dont on protège l'intégrité physique, travailleur à qui on donne une voix par le biais des mécanismes de représentation collective, etc. De son côté, la sécurité sociale assure, elle aussi, une certaine indépendance matérielle aux individus, pour sa part aux individus qui sont aux portes ou en marge du marché du travail à la suite de la survenance d'un risque. Typiquement, les allocations de chômage permettent à un travailleur involontairement privé d'emploi de vivre plus ou moins décemment en attendant qu'il parvienne à réintégrer le marché de l'emploi. Et donc tout ce que le droit social cherche à faire, c'est à éviter que le droit au travail ne se transforme de facto, ne se réduise de facto dans une économie de marché en un devoir de travailler. À faire en sorte que le droit au travail soit réellement, que le travail soit librement choisi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de caractériser un peu plus finement l'action du droit social, pour essayer de dire ce que fait le droit social aux individus? Une formule qui est très souvent employée, alors pas en droit social, les juristes mobilisent peu ce concept, mais plutôt dans le champ des politiques sociales, c'est le concept de démarchandisation. On dit que le droit social, plutôt l'État-providence démarchandise, décommodifie les individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rend le niveau de vie des individus, des travailleurs, des personnes en marge du travail, rend le niveau de vie des individus moins directement tributaire du marché. On rend le niveau de vie moins exclusivement tributaire de l'état de la conjoncture économique. On permet aux individus de satisfaire leurs besoins fondamentaux, de maintenir un niveau de vie acceptable, parfois en dehors d'une participation au marché du travail. Et ce qui nous paraît important, c'est ce qu'Élise annonçait dans notre introduction, c'est que cette fonction de démarchandisation ne se limite pas, elle fait ça, mais elle ne se limite pas à rééquilibrer le rapport de force dans la négociation des conditions de travail. Elle ne se limite pas à rééquilibrer le rapport de force à l'intérieur de l'échange marchand. Le droit social fait cela, toute une série de mécanismes protègent le travailleur, protègent l'assuré social, font en sorte que la rémunération soit plus élevée que ce qui découlerait de la rencontre non régulée de l'offre et la demande. Le droit du travail veille à faire en sorte que les travailleurs aussi bénéficient des gains de productivité. Mais le droit social fait plus que ça. Il n'est pas que le droit de l'autonomie à l'intérieur du rapport marchand. Le droit social, à certains égards, va aussi plus loin et relativise la centralité du travail marchand. Le droit social relativise, à certains égards, la logique productiviste. En quoi? Parce que toute une série, on trouve en droit social, mais de manière assez embryonnaire, de manière assez, parfois un peu cachée, un peu tâtonnante, on trouve en droit social toute une série de dispositifs, toute une série de mécanismes, toute une série de constructions qui permettent de valoriser des activités qui n'ont pas de valeur marchande, qui ne reçoivent pas de valeur sur le marché, mais qui néanmoins présentent une utilité sociale. Et ce faisant, je vais illustrer ça dans un instant, ce faisant, le droit social élargit notre conception, notre représentation de la richesse au-delà des seuls échanges qui sont accomplis sur le marché. Quelques exemples. En droit du travail, on a différentes formules de congés qui existent. Différentes formules de congés qui permettent à un travailleur de suspendre momentanément l'exécution de son contrat de travail, tout en conservant son contrat de travail, tout en conservant une rémunération. Pour faire quoi? Pour participer au développement d'activités utiles. Par exemple, s'investir dans la vie politique, par exemple, prendre soin d'un proche qui est malade, par exemple, reprendre une formation ou des études. On a, en sécurité sociale, de nombreux mécanismes d'assimilation. En règle générale, en pension, en chômage, en incapacité, en règle générale, il faut travailler et cotiser pendant un certain temps pour s'ouvrir des droits. Travailler et cotiser par le biais d'un travail salarié. Dans toutes ces réglementations, on trouve des dispositions qui sont très complexes, qui présentent peu de cohérence, mais on trouve des dispositions qui assimilent à l'exercice d'un travail salarié l'accomplissement de tâches qui ne sont pas du travail salarié, mais qui sont jugées socialement utiles, qui sont jugées nécessaires, qui sont jugées importantes.
Par exemple, un congé pour raison familiale, par exemple, un repos de maternité, par exemple, le fait d'exercer la fonction de juge social, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pas simplement pour préserver la force de travail, on fait cela aussi parce qu'on considère qu'il s'agit là d'activités importantes, d'activités qui doivent être promues. Le droit social les encadre, les soutient, les rémunère. Dernier exemple, on trouve en sécurité sociale aussi des mécanismes qui participent toujours de la même logique de reconnaissance d'activités socialement utiles que le marché ne sanctionne pas, que le marché ne prend pas en charge. Dernier exemple sont ce qu'on appelle les dispenses. En règle générale, quand on bénéficie d'une allocation de chômage, on bénéficie de l'aide sociale, on doit, les conditions diffèrent selon les pays, selon les branches, elles sont régulièrement modifiées, on doit en règle générale être disponible pour le marché de l'emploi, on doit être disposé à travailler, on doit faire des efforts, on doit être prêt à se réinsérer professionnellement, etc., etc. Mais dans certains cas, dans un certain nombre de situations, on peut percevoir les allocations de chômage, on peut percevoir l'aide sociale en n'étant pas disposé à travailler, en n'étant pas disponible pour le marché de l'emploi, mais en faisant quoi? En faisant d'autres choses qui sont jugées socialement utiles. Par exemple, reprendre une formation ou des études. Par exemple, s'occuper d'enfants. Par exemple, suivre des cours d'alphabétisation. Etc., etc. Et donc, à certains endroits, il nous semble que le droit social s'émancipe de la logique productiviste. À certains endroits, par certains dispositifs, qui sont peu ordonnés, peu coordonnés, le droit social élargit les perspectives d'autonomie. Il permet de découpler, de déconnecter le revenu de la valeur d'échange d'une activité donnée sur le marché de l'emploi. Et donc oui, c'était notre premier temps, le droit social est incontestablement un héritier du modèle, du paradigme croissantiel, mais deuxième temps, le droit social est aussi le droit par excellence, nous semble-t-il, le droit de l'autonomie, le droit de la démarchandisation de l'individu, comprise comme ceci. Maintenant, c'est au troisième temps de notre exposé. On s'est un peu penché sur le scénario d'une possible émancipation du droit social de l'impératif productiviste. Donc, on a vu que, certes, pour l'instant, on a des éléments qui contribuent à relativiser le paradigme croissantiel, mais on a aussi vu que finalement, le droit social, c'est quand même l'infrastructure juridique qui porte le paradigme croissantiel et qui le rend admissible, en justement s'assurant quand même que les travailleurs gagnent leur vie plus ou moins correctement, etc. Alors, en fait, il y a déjà, dans les années 80, il y a eu des premières réflexions qui ont été initiées sur la centralité du travail, sur les contours du travail. Donc, il y a eu des politiques comme des chercheurs qui se sont penchés sur la question, essentiellement dans le cadre de la crise du Fordisme. Il fallait répondre aux transformations générales du contexte économique et social. On voyait que le compromis Fordiste ne fonctionnait plus bien suite à la globalisation des économies, au progrès technologique, mais aussi au vieillissement de la population, à l'entrée des femmes sur le marché du travail. Et donc on avait l'apparition d'un chômage structurel et d'un chômage de longue durée. Et donc dans ce cadre-là, on a réfléchi à comment on pouvait jouer un peu sur cette équation fordiste pour réussir à sécuriser un travail qui soit accessible à tous, productif, mais qui soit aussi librement choisi. Aujourd'hui, on voit que dans le cadre de la transition, ces réflexions commencent à être reprises. Donc nous allons nous y lancer, même si c'est un travail qui nécessitera encore beaucoup de réflexion. Et donc nous allons argumenter, pour notre part, pour un élargissement de l'objet du droit au travail, pour que le droit au travail ne porte plus sur le travail productif, mais sur les activités socialement valorisées. Et cela nous amènera, du coup, à écarter une autre possibilité qui serait d'abandonner purement et simplement cet objectif de la réalisation d'un droit au travail, cette idée d'un droit au travail au profit d'un droit à un revenu garanti. Ça, ce sera le premier temps. Donc, ce sera plus une réflexion au niveau des idées. Et puis, dans un second temps, vu qu'on aura retenu cette idée du droit au travail à réaliser des activités socialement valorisées, on réfléchira à comment on peut, quelle est la meilleure voie pour réaliser concrètement ce droit. Et donc là, c'est Daniel qui s'en chargera. Et donc là, encore une fois, en fait, on proposera
de passer plutôt par une stratégie que Daniel a qualifiée d'interstitielle, voilà, j'y arriverai. Et donc en fait de partir des mécanismes existants au sein du droit social pour les développer et pour progressivement sécuriser à chacun un droit à la participation. Et ce sera l'occasion également pour lui de montrer que le revenu de base et ses alternatives, qui est parfois présenté par ses promoteurs comme la meilleure voie pour réaliser un droit à une activité socialement valorisée, n'est selon nous pas la meilleure solution pour réaliser justement ce droit. Donc élargir l'objet du droit au travail. Donc si on s'inscrit en fait dans une logique où on voit les droits fondamentaux comme le lieu peuvent s'articuler des débats sur la légitimité des normes d'organisation de notre société. Donc c'est la conception de Claude Lefort qui voit les droits fondamentaux comme un outil de vivification du débat démocratique. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, avec le détour qu'on a fait par l'histoire, on voit que le droit au travail librement choisi a permis de discuter et de poser des limites au renforcement du devoir de travail dans les économies libérales. Donc on n'a pas eu le temps d'en parler ici, mais par exemple, on voit que dans le cadre de l'État social actif, on a vu se déployer des politiques d'activation qui étaient de plus en plus coercitives. Et grâce au droit au travail librement choisi, on voit apparaître des balises qui viennent s'opposer au renforcement trop important de la contrainte économique ou de la contrainte juridique à travailler. Et donc on pourrait imaginer qu'on aille plus loin et que le droit au travail devienne le lieu où s'articule une réflexion sur la sortie de cet impératif productiviste. Donc si on se rend compte à un moment donné qu'on est face à un dilemme et qu'on n'arrive pas à sécuriser à la fois à offrir à chacun un emploi productif qui soit en même temps librement choisi, cette confrontation réelle pourrait à un moment donné nous inviter à vouloir libérer le droit au travail de l'impératif productiviste et donc que le droit au travail ne porte plus uniquement sur le travail productif, et ce afin de sécuriser le droit au travail librement choisi qui, on l'a vu, est le véritable droit de l'homme, droit humain. Donc, on plaide donc pour cette idée donc de droit à l'exercice d'une activité socialement valorisée. C'est un droit qui a été, une idée qui a été proposée par Chantal Nicole Drancourt, qui définit en fait ce droit comme une forme de droit pour tous à s'engager tout au long de sa vie avec une intensité et moyennant des modalités variables selon les moments dans des activités socialement utiles diverses, chacune assortie de protection pour vivre. Alors, pourquoi pas plutôt un droit au revenu en lieu et place donc de ce droit au travail élargi. On retient de notre côté deux arguments. Le premier est empirique. Quand on regarde tous les travaux qui sont menés en psychologie sociale, on voit qu'ils montrent qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, l'épanouissement individuel, l'estime de soi, est profondément lié au sentiment d'utilité sociale et à la reconnaissance sociale que procure l'activité. Donc pas le travail productif, mais l'activité, la participation. Alors, cela pourrait changer, mais actuellement, on voit que c'est très très intrinsèquement lié. Et donc quand on se confronte à l'actuel au réel, nous pensons qu'il est plus logique d'abord d'élargir le droit au travail vers un droit à une activité socialement utile. Ça correspond plus aux réalités de terrain. Deuxième argument, c'est l'argument démocratique. Nous pensons qu'il est essentiel de faire du travail une question qui ne soit plus uniquement une question économique, mais qui soit une question politique. Et nous pensons que la proposition du droit à l'exercice d'une activité socialement valorisée fait beaucoup plus du travail une question politique que le droit au revenu garanti. Pourquoi ? Parce que quand on passe à l'idée du droit à une activité socialement valorisée, cela implique que l'on va devoir mener des délibérations démocratiques sur ce qu'est une activité socialement utile pour la collectivité. On ne passe plus uniquement par le marché, plus du tout par le marché, mais l'idée c'est qu'on doit pouvoir délibérer sur les activités qui ont de la valeur pour la collectivité. Alors que si on tend vers un droit à un revenu garanti, là au contraire, on a l'expression de Karl Polanyi qui dit qu'on aurait un désencastrement de l'économique hors du social,
En fait, à partir du moment où on aurait le social qui serait le droit à un revenu garanti, et puis on laisserait la sphère du marché intervenir en ce qui concerne les emplois. Et donc, finalement, la proposition du droit à une activité socialement valorisée, elle nous semble beaucoup mieux, donner beaucoup plus d'écho à notre conception des droits comme lieu de débat, comme lieu d'échange sur la construction du commun. Ouais. Très bien, bon, on arrive au second volet de cette troisième et dernière partie, donc on arrive tout doucement au bout. La question qui se pose alors évidemment, c'est de savoir comment réaliser concrètement cette idée d'un droit au travail élargi. Vous voyez qu'Élise m'a laissé toutes les parties les plus faciles. Dans cette quête, cette question de savoir comment opérationnaliser concrètement le droit de s'engager dans des activités socialement utiles. Il y a évidemment une proposition déjà sur la table et une proposition qui mérite certainement d'être discutée, qui doit être prise très au sérieux. C'est évidemment l'idée de l'allocation universelle, c'est l'idée du revenu de base, du basic income dont on parle de plus en plus. Alors certains... C'est un débat compliqué, et pas en 3 minutes, oui, on va dire 5 minutes, en 5 minutes ici, en faire le tour. C'est un débat compliqué parce qu'il y a beaucoup de variantes, beaucoup de déclinaisons différentes du revenu de base qui sont en discussion. Simplement en dire quand même quelques mots. Des personnes défendent le revenu de base au nom de l'idée que le revenu de base doit permettre de faire disparaître le droit au travail, ce droit fictif, pour y substituer un droit au revenu. Donc on se situe ici sur le plan des principes, nous avons dit ce que nous en pensons. Je m'intéresse ici à la question suivante, on est au niveau des outils. Est-ce que le revenu de base peut être un bon outil pour concrétiser le droit au travail élargi, pour concrétiser le droit de s'engager dans des activités socialement utiles? Alors certains défenseurs du revenu de base argumentent en ce sens, donc certains défenseurs du revenu de base, de l'allocation universelle, ne sont pas favorables au nom de la liquidation du droit au travail, mais au contraire au nom de l'idée que ça va rendre effectivement possible de s'engager dans des activités choisies. Le revenu de base, ce serait un ingrédient, ce serait même une pièce centrale dans l'évolution vers une société de l'après-croissance, une civilisation post-productiviste du temps libéré. Alors effectivement, la consécration d'un revenu de base, en tout cas d'un revenu d'un montant significatif, induirait une dissociation assez radicale, assez inédite, entre le revenu et le travail productif. Du coup, effectivement, un revenu de base pourrait être de nature à encourager, dans une perspective de transition sociale et écologique, le développement du travail à temps partiel, mais du temps partiel choisi, du temps partiel volontaire, et donc simultanément, le revenu de base pourrait encourager, pourrait alimenter, soutenir le développement, la prolifération des activités socialisantes non rémunérées comme l'associatif, la vie politique, le bénévolat, l'expérimentation économique, le soin aux proches, etc., etc. C'est un scénario qui est assez en vogue et discuté dans les milieux écologistes en particulier. Nous n'avons pas d'avis, de jugement définitif au sujet de ce scénario qui mérite, je le répète, la discussion. À ce stade, nous avons une crainte très claire qui nous invite à être plutôt réticents, plutôt sceptiques pour l'instant. Cette crainte, c'est celle que la mise en place d'un revenu de base, en tout cas d'un revenu de base d'un montant significatif, accroisse la coupure de la société entre les productifs et les inutiles. Le risque, nous semble-t-il, c'est qu'en levant, en abolissant l'exigence du travail productif, eh bien, de facto, qu'on le veuille ou non, c'est pas le but poursuivi, mais on craint que de facto, ça risque de condamner les individus qui sont en situation de précarité, les mères qui sont au foyer, les personnes qui souffrent d'un handicap, à rester définitivement enfermés dans la sphère privée, la sphère des activités microsociales. Et le revenu de base aurait alors l'effet pervers, l'effet peu séduisant de radicaliser le partage de la société en deux. D'un côté, les maniaques du rendement, les passionnés du gain, et d'un autre côté, la masse des allocataires voués aux échanges, aux activités conviviales, au bénévolat. On peut y revenir dans la discussion, on y reviendra sûrement à la discussion, il y a beaucoup de choses autres à dire sur le revenu de base, mais donc, pour conclure, pour terminer dans les temps, permettons de dire provisoirement que nous ne sommes pas favorables au revenu de base. Mais alors, reste la question, comment mieux valoriser les formes d'activité autonome, le care, le soin aux proches, l'engagement associatif, politique, toutes ces activités qui n'entrent pas dans le carcan du travail productif. Alors, il nous semble que de manière générale, en droit social, en politique sociale, il est important de faire toujours germer la réflexion à partir du contexte qui est le nôtre, d'éviter de
télécharger sur notre modèle des réflexions menées trop à froid, des réflexions menées trop à distance, des dispositifs, des compromis qui ont été sécrétés, exsudés par le passé. On observe empiriquement que généralement ces réflexions ont trouvent peu d'accroche. Et donc il nous semble important de partir de ce qui est déjà, de ce qui existe déjà. Si on fait cela, il nous semble qu'une piste possible, en partant du constat que le droit social relativise déjà la gangue productiviste, une piste possible, c'est ceci, c'est de constater que, après tout, il n'y a pas de raison de réduire le travail à l'emploi. L'emploi, finalement, c'est une facette du travail, une facette importante, c'est le travail mis en location sur le marché, mais cette facette du travail qu'est l'emploi, ce n'est jamais qu'une construction historiquement située, et c'est aussi un prisme déformant. Et l'omniprésence de l'emploi nous empêche de voir plein d'autres formes de travail, plein d'autres formes d'activités humaines qui existent et qui, elles, sont référées à des valeurs non marchandes, qui, elles, sont effectuées en dehors du marché. La formation, l'engagement, l'investissement associatif, la prise en charge des tâches familiales, etc. Et nous avons vu que, juridiquement, déjà aujourd'hui et depuis longtemps, certains dispositifs juridiques, certains dispositifs légaux favorisent déjà, encouragent déjà le développement de ces activités humaines qu'on doit pouvoir qualifier, nous semble-t-il, de travail, mais qui ne sont pas de l'emploi sanctionné par le marché. Et donc une perspective possible, eh bien, c'est de partir de tous ces mécanismes, de partir de tous ces dispositifs qui sont présents en germe, qui sont présents dans les interstices de notre droit social, mais de s'en emparer pour essayer de leur donner un développement plus cohérent, plus systématique. Parce que pour l'instant, ces quelques dispositifs que j'ai mentionnés, des congés, des dispenses, des assimilations, on peut parler aussi de subventions à l'emploi dans le secteur non marchand, on peut parler de tas de choses. Tous ces dispositifs sont là, se développent de manière très tâtonnante et sans aucune logique d'ensemble de toute évidence. Donc, ce que nous proposons, c'est pour relâcher le paradigme productiviste, pour avancer dans cette perspective d'un droit au travail élargi, c'est de reconnaître formellement, de reconnaître juridiquement l'apport à la construction d'une société soutenable de toute cette palette d'activités humaines qui n'entrent pas dans le moule du travail marchand, comment en y adossant des droits sociaux. De telle sorte que le déclencheur des droits, le vecteur d'ouverture des droits, ce ne serait plus la contribution à la croissance du PIB, ce qui est fondamentalement le cas dans la logique du salariat, non, ce serait plutôt la contribution à l'utilité sociale. Vaste programme, très vaste programme, et nous n'irons pas bien au-delà aujourd'hui dans ce chantier. Il y a là un chantier dont il faut s'emparer. Ce que je veux peut-être simplement souligner avant de conclure, c'est que dans notre idée, il serait capital d'avancer dans cette voie, de développer ce scénario en ayant comme référence, en ayant comme point de référence en tête l'idée que chaque être humain est, en tout cas en puissance, en tout cas potentiellement, et un producteur, et un citoyen, et un individu engagé dans une vie privée familiale. Et donc, ce qui nous semble important, et c'est une différence capitale par rapport au revenu de base, c'est d'essayer de valoriser ces différentes facettes de front, d'éviter qu'on ait un partage. Certains sont producteurs, presque exclusivement producteurs, d'autres sont confinés dans les tâches familiales. Il me semble que diversifier les droits sociaux, adosser des droits sociaux à des activités autres que l'emploi, ce serait un moyen de permettre à certains de relâcher l'emprise de l'emploi, d'amoindrir l'emprise de l'emploi sur leur vie, tandis que ce pourrait être un moyen pour d'autres, en particulier les femmes statistiquement, elles, de mieux rencontrer, de mieux répondre à leur aspiration à une vie professionnelle épanouissante. On va discuter de tout ça. Conclusion, on a un peu manqué de temps pour préparer la conclusion. Alors, nous avons essayé de mettre en lumière l'ambivalence fondamentale du droit social à l'égard du modèle croissantien. Spontanément, on serait bien douté que le droit social est ambigu, ambivalent à l'égard du modèle croissantien, mais on a essayé de dire exactement en quoi. On a essayé de montrer que, d'abord, le droit social puise fondamentalement ses racines dans le libéralisme économique. C'est ce qui l'a conduit à valider, à légitimer la figure du travail marchandise, mais dans le même temps, le droit social a aussi pour finalité intrinsèque, pour finalité explicite, pour finalité historique, pour finalité première, de protéger, de développer l'autonomie des individus.
Le droit social développe l'autonomie des individus dans l'échange marchand, mais aussi, c'est surtout ça que nous avons essayé de mettre en exergue, mais aussi en dehors du marché. Le droit social porte déjà en lui, et depuis longtemps, les germes d'une relativisation, très embryonnaire à ce stade, pas davantage, d'une relativisation de la logique productiviste, en reconnaissant à certains moments, dans certains cas, à des conditions à chaque fois différentes, en reconnaissant l'importance pour la collectivité d'activités non productives. Je conclue en disant que, à ce stade, ce que nous avons essentiellement en tête, c'est un agenda de recherche, mais donc rien d'autre, un agenda de recherche que nous voudrions décliner sur le terrain descriptif, sur le terrain analytique et sur le terrain propositionnel. D'abord, pour le volet analytique, il me paraît important, il me paraît crucial de beaucoup mieux cartographier, de cartographier beaucoup plus systématiquement et beaucoup plus finement que nous l'avons fait jusqu'ici, tous ces différents mécanismes de droit social qui contribuent à valoriser du socialement utile que le marché, lui, ne reconnaît pas. Il faudra en faire une analyse détaillée, systématique, en faire une typologie. Et puis, dans un deuxième temps, dans la foulée, eh bien, ce que nous souhaiterions pouvoir faire, c'est contribuer, c'est alimenter les débats de la société civile sur la meilleure manière de libérer, d'émanciper le droit social de la contrainte du productivisme pour fondamentalement accroître l'autonomie de ces sujets. Peut-être juste encore un mot sur la conclusion, donc, sur l'idée de cartographie, on avait pour idée donc d'analyser tous les dispositifs existants et de regarder ce sont quoi les techniques juridiques qui sont mobilisées pour valoriser les activités socialement utiles, quels sont les modes de financement de ces activités, est-ce que c'est par l'État, la sécurité sociale, par des organes de mutualisation, d'essayer de regarder aussi quel est le type et l'objet des activités qui sont valorisées, la formation, la vie politique, le bénévolat, et puis enfin de regarder quels sont les mécanismes de délibération qui ont permis d'identifier les activités qui sont jugées socialement utiles et qu'il faut valoriser. Et on s'était dit également qu'il fallait qu'on analyse ces dispositifs, peut-être en travaillant alors avec des chercheurs issus d'autres disciplines, qu'on les analyse pour évaluer s'ils portent des risques en termes de marchandisation de la vie sociale, expansion de l'empire du salariat, travail forcé ou encore enfermement dans une sphère d'activité en dehors du marché du travail. Mais donc ça, il faudra qu'on s'y attelle dans les années à venir. Absolument, nous vous remercions.